Saint-Quentin en Yvelines et directrice du Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines. Et voilà, on m'a proposé d'intervenir dans cette semaine, enfin aujourd'hui, en sciences humaines et sociales, autour d'un projet Marie Curie Staff Exchanges que nous avons obtenu avec l'UVSQ comme université porteuse du projet. Et alors, c'est un projet qui va commencer en janvier 2025 et va durer donc jusqu'à décembre 2028. Et je vous ai indiqué là son nom donc en anglais. Alors, ma présentation est en anglais parce que j'avais vu que certaines autres présentations étaient aussi en anglais, plutôt à un autre moment, et parce que le matériau aussi de ce projet européen étant en anglais, mais j'interviens en français. Donc, il s'agit d'un projet de recherche qui s'interroge sur les relations entre les personnes, hommes, femmes, engagées dans des mouvements sociaux, les archivistes et les chercheurs, en s'interrogeant à cette relation à l'échelle européenne et sur un temps très long, du 19e au 21e siècle. Donc, je vous propose à grands traits de vous expliquer ce projet, ensuite d'évoquer les ressources éducatives libres que l'on a intégrées à ce projet, qui est responsable du centre de recherche et bibliothèque de mon laboratoire, le Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines. Et donc, c'est vraiment un projet. Et donc, je vous présente à grands traits ce qu'on sera censé faire en 4 ans. Et puis, mais voilà, en m'axant sur ces ressources éducatives libres et en posant avant tout voilà, les enjeux soulevés par ces ressources. Et évidemment, sans vous donner encore de réponse, puisque ce sera en 2028 que je pourrai vous dire comment tout cela s'est passé. Alors, quels étaient les objectifs, enfin, quels sont les objectifs de ce projet? Il s'agit vraiment de réfléchir à la manière dont toutes les archives, les documents audiovisuels, imprimés, mais aussi tout ce qui relève des data, produites lors des mouvements de mobilisation sociale et politique en Europe du 19e à nos jours, comment toutes ces archives, ces documents ont été collectés, archivés et mis ou non en valeur, aussi bien par les militantes et les militants eux-mêmes que par les archivistes ou les chercheurs. Et à travers cette réflexion autour de ce triangle, archivistes, militants et militantes et chercheurs et chercheuses, on voudrait contribuer à une nouvelle histoire un peu européenne de ces mobilisations sociales et politiques, sur le temps long et à cette échelle européenne, ce qui est un point important pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Pour cela, on va s'intéresser à 4 types de mobilisation, 4 grandes thématiques, tout ce qui relève de mobilisation révolutionnaire, c'est-à-dire vouloir vraiment bouleverser, changer l'ordre social et politique, aussi bien du côté progressiste que conservateur, donc ce qui relève plus de la mentale, et tout ce qui relève de solidarité internationale sur un champ européen dans les partenaires. Toujours bien, oui, j'espère. Où je vous ai perdu. Alors, le son est un peu haché. Moi, pour moi, il y a des moments où je n'entends plus des micros. Oh, je suis vraiment désolée. Ah oui, là, vous m'entendez bien? Oui, mais après, on vous perd aussi, oui. Là, est-ce que là, vous m'entendez en continu ou... Oui. 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 Bon, donc c'est basé sur des archives et collections de musées, Là, on vous a perdu. Mais oui, parce qu'en fait, j'entends, il y a quelque chose qui me dit que la vidéo ne marche pas et ça fait du bruit et c'est pour ça.
Mais vous pouvez arrêter la vidéo. Moi aussi, j'arrête. Donc, laissez juste le micro pour que ça fonctionne, le micro. Ah bah, de toute façon, la vidéo ne marche pas. Ah, Donc, ouais, c'est juste que ouais, mon ordinateur oui, me signale que ça marche pas, c'est pour ça. Donc oui. bref, ce sont des archives qui ne sont pas les archives nationales, ce sont des archives qu'on dit community archives, comme des archives privées et publiques, mais qui ne sont je sais pas, qu'est-ce que c'est que ce message qui arrive tout d'un bon. Ensuite, c'est loué, elle se situe en Europe et donc sur bon, l'idée c'est que ces archives sont utilisées pour les chercheurs, mais aussi par les mouvements militants également. Donc c'est aussi ces mouvements militants font partie des personnes à qui s'adresse ce projet. Donc les trois grands principaux objectifs, c'est à la fois de développer toute une Teams. Vous m'avez perdu là, j'imagine. Oui, quelques instants, Et, effectivement. ouais, et après, ça revient. Je pense quand vous recevez le message, peut-être que ça... Oui, oui. Peut-être bloquer le message qui... Bah, je viens de le faire. Partager une Mhm. autre fenêtre Ah, d'application, arrêter le partage, participer. Je ne veux pas fermer de fenêtre, j'ai peur de vous perdre à nouveau, mais j'ai plein de sons qui m'arrivent. Bon. Donc, c'est à la fois de faire des chercheurs et des archivistes, mais aussi avec une dimension, beaucoup de formation, notamment de futurs archivistes. mhm. Et troisième dimension, la question de la diffusion, de la valorisation à la fois de ces archives sur lesquelles nous allons travailler et l'histoire de ces archives et de favoriser la communication à un public non académique. Alors, quel est le donc C'est quel est revenu. oui, c'est revenu là, c'est pour ça que je m'arrête Oui, de oui, parler vous quand êtes. ça arrive. Oui, c'est Donc, ça, je suis oui. vraiment toutes mes excuses. À chaque fois, c'est marqué qu'un problème est intervenu. Bon, 16 partenaires de 7 pays européens et vraiment des pays aussi bien de l'Europe de l'Ouest que de l'Europe de l'Est. Donc là, voilà, je vous ai proposé la liste pour visualiser. Donc, on a l'Institut de l'histoire sociale à Amsterdam, qui est un centre d'archives très dynamique. Les partenaires soulignés, ce sont les archives, la contemporaine sur le campus de Nanterre, le musée Carnavalet à Paris, à Zurich, le Social Archive, pardon, à Paris aussi, les archives Simone de Beauvoir, ce sont des archives audiovisuelles du féminisme. En Suisse, donc à Zurich, le Social Archive, la Cinémathèque suisse à Lausanne. En Allemagne, à Bonn, les archives de la social-démocratie, la Fondation Friedrich Ebert. En Pologne, la Fondation Carta. Les archives Blinken à Budapest. Et puis en Italie, les deux centres d'archives, Fondation Feltrinelli et les archives Gramsci à Bologne, auxquels il faut ajouter donc le réseau d'universités que vous voyez ici, l'UVSQ, l'Université de Lausanne, l'Université libre de Berlin, l'Université de Padoue et l'Université de Bologne. Voilà, pour vous donner une idée de la géographie et du coup de la diversité linguistique aussi de ce projet. Alors, ce qui est un point important, c'est justement à Carta et les archives de Blinken ont beaucoup. Donc en Pologne, Carta et OSA Archivum, Blinken OSA Archivum ont beaucoup développé l'enjeu de numérisation, surtout à Budapest, de leurs archives. Donc il y a beaucoup d'archives numérisées, aussi bien audiovisuelles qu'imprimées, mais qui sont disponibles en ligne. Et vous voyez comme OSA, c'est Open Society Archives, et cette dimension-là est très très importante pour eux dans un contexte en plus politique. Un contexte politique en Hongrie, politique très, très sensible, comme en Italie. Il y a 3 axes thématiques. D'une part, c'est réfléchir sur l'histoire de ces archives elles-mêmes, mais dans une dimension comparatiste à l'échelle européenne.
Je vais un peu vite là pour pas vous rentrer dans les détails, et cela, ça passera par des entretiens avec des activistes, des archivistes qui ont travaillé les uns avec les autres afin de retracer donc une histoire comparée hein, de ces différents lieux d'archives et interroger leur politique de collection, donc leur pratique à eux, archivistes. La deuxième champ s'interroge sur notamment les objets, la place des objets politiques dans ces archives, qu'est-ce qu'il en est, et avec l'idée d'en faire une exposition en ligne. Et puis une thématique, c'est sur la dimension audiovisuelle et médiatique des mobilisations et donc des sources et des archives qui nous sont qui sont disponibles déjà de nos jours, donc tout ce qui va jusqu'au digital activism. Et l'idée est de mettre en place, donc comme je mets la Mapping Multimedia Archival Collections, voilà. Donc tout cela va donner lieu à différents rendus hein, et la dissémination va se faire sous forme assez classique de publication, mais aussi des workshops, des summer schools. Un point important, ce sont des podcasts, une exposition en ligne et une exposition qui aura lieu à la Contemporaine à la fin du projet. Et donc, les ressources éducatives libres. Alors, ces ressources éducatives libres, cela renvoie donc à tout ce qui relève, ce sont des matériaux, un matériel d'apprentissage, d'enseignement et de recherche sur tout format et support, et relevant du domaine public ou bien protégé par le droit d'auteur, et publié sous licence ouverte. Et donc, une licence ouverte, c'est une licence donc, qui va respecter les droits de propriété intellectuelle de son titulaire, mais qui accorde à toutes et tous la possibilité de consulter, mais aussi de réutiliser les documents, le matériel mis à disposition, voire à l'utiliser à d'autres fins que le projet ici Activate, par exemple. Et donc, c'est un matériel alors c'est une appellation qui avait été initiée par l'UNESCO en 2002, qui a été relancée ou réactivée, si on peut dire, en 2019 avec la recommandation 2019 de l'UNESCO pour soutenir l'accès universel à l'information grâce à des matériels d'apprentissage ouverts de qualité. Et le public visé, justement, ce sont à la fois c'est le monde de l'éducation, de l'enseignement, mais aussi les institutions culturelles, dont les bibliothèques, les archives et les musées, et puis les chercheurs, les instituts de recherche et les organisations de la société civile. Alors, je vais vite parce que peut-être qu'après, dans les échanges, on pourra développer un peu sur cette question-là. Mais en tout cas, un des objectifs de ces ressources éducatives libres, c'est d'encourager et de promouvoir hein, notamment la coopération internationale dans ce domaine de la formation pour évidemment atteindre plus d'efficacité et réfléchir donc de manière collective et internationale à la formation à production de matériel pédagogique en plusieurs langues et qui soit donc universellement accessible. Alors, concrètement pour notre projet, moi j'avais trouvé l'idée donc proposée par Maxime Petit très intéressante. On avait vu Florence Perret à l'époque, qui était encore à l'UVSQ, qui m'avait expliqué ce que c'était les ressources éducatives libres. Mais en fait, maintenant que nous avons obtenu le projet, il reste beaucoup de points à préciser. Déjà, l'objet même de ces ressources éducatives libres, puisque notre projet a une dimension recherche très précise, mais aussi une dimension formation.
et les ressources éducatives libres ont de fait ces différentes dimensions, dont justement la recherche et la formation, l'éducation. Et comme par exemple à l'UVSQ, on a un master de formation en archives. Et les summer schools qu'on veut organiser, l'idée c'est de réunir des étudiants en master qui suivent ces formations, notamment aux Pays-Bas, en Suisse, heu et en France. Ce serait de voir justement comment ces formations pourraient dépasser la seule échelle nationale. L'autre point, c'est qui va évidemment travailler à ces ressources éducatives libres. Et une des idées que l'on avait soumises, c'est que ça serait porté en fait, parce que le projet, Marie Curie Staff Exchange, c'est un financement qui est lié à des mobilités. On a de l'argent que si il y a des mobilités de l'université vers une archive, d'une archive vers l'université et aussi bien des membres, administratifs des universités et des archives que des enseignants-chercheurs, que des doctorantes, doctorants. Et l'idée, ce serait que certains, en tout cas plusieurs de ces mobilités, donnent lieu justement donnent lieu à une contribution à une de ces ressources éducatives libres. Mais c'est une question voilà, à bien clarifier. Un des enjeux aussi, c'est de passer de l'échelle nationale à une dimension européenne, ne serait-ce même que dans la production de ces ressources éducatives libres, pour choisir la bonne plateforme. Et puis, cela pose aussi la question évidemment de l'échelle de la formation, puisque nos masters se déroulent d'une certaine manière, nos PhD, notre formation doctorale aussi, de manière différente dans les autres pays membres du consortium, et il en va de même pour les archives. Donc, réfléchir à ces ressources éducatives libres à l'échelle du projet, c'est vraiment réfléchir même sur cette échelle européenne dans ce domaine-là, ce qui n'est pas évident. Évidemment, ce qui est très lié là, c'est les langues et donc c'est réfléchir aussi à des ressources éducatives libres qui soient dans et c'est une question pas simplement évidemment de vocabulaire, mais aussi évidemment de production, de traduction et de coûts, hein, associés à cette dimension plus plurilingue. Et une des autres questions qui se posent, c'est encore une fois, sur quelle plateforme? Puisque ces ressources éducatives libres peuvent être souvent elles sont très liées à des MOOC, mais elles peuvent prendre sous la forme de cours, de manuels, de logiciels éducatifs, enfin il y a plein de formes possibles. Et il y a autant de plateformes, enfin pas autant, mais enfin il y a plusieurs plateformes, ne serait-ce que déjà dans l'espace francophone, hem, dont on avait parlé déjà avec, Florence et Perret et puis avec Maximilien Petit. Et là aussi évidemment, il faut trouver une plateforme qui accepte un peu ce défi, à l'échelle européenne et plurilingue. Donc voilà, c'est un peu les principaux, enjeux que nous pose, ce projet avec, voilà, là c'était juste un exemple d'outil, hein, qui est disponible quand on commence vraiment de rien comme moi et comme la plupart des partenaires de ce projet. La fabrique, des ressources éducatives libres qui donne, une idée et des exemples, précieux, hein, de ressources éducatives, déjà disponibles. Voilà et donc voilà, évidemment tout cela c'est, comme on a pris du retard et pour laisser un peu du temps aux échanges et aux questions, il s'agit, vous voyez, de vous donner un petit peu un aperçu de, mais aussi surtout des défis que cela représente, des défis, d'ordre formel, mais aussi plus de fond et sans oublier aussi la question des financements qui n'est pas anodine puisque le projet européen lui-même peut-être ne suffira pas
à vraiment financer ces ressources éducatives libres. Enfin voilà, donc c'est vraiment un chantier que je vous présente là dans cette présentation rapide. Merci. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir accepté d'abord l'invitation et de nous parler de ce projet que je trouve très intéressant et complexe à la fois, avec un titre Activate. Bon, vous avez choisi, je pense, réfléchi parce que vous avez choisi des lettres, des premières lettres, mais Activate, c'est comme si, d'après moi, c'est comme vous voulez activer certaines ressources ou sources Tout à fait. qui sont dans les archives, dans les archives, et pour les activer, pour les rendre aussi accessibles, pour les utiliser aussi, réutiliser dans le début de la recherche ou de faire des publications. Il y a aussi ça, c'est ou construire des ressources libres de formation. Et cette dimension double de ce projet, d'un côté, dimension de recherche, à recueillir ou collecter des données liées à cette question des mouvements politiques. Et je trouve que c'est long aussi, ça couvre une large période. Oui, Euh, c'est un gros défi, mais Oui, ça aussi, mais c'est très intéressant, vous allez me permettre. Et cette dimension de formation aussi à travers les ressources éducatives libres. Donc, voilà, donc c'est de deux dimensions du projet. C'est un projet vraiment voilà. très intéressant. Donc, moi, j'ai juste une petite question et j'ai compris sur qu'est-ce que si vous arrivez à faire ou pas arriver, vous allez arriver à faire, mais c'est trouver aussi, c'est une question de financement trouver pour faire des ressources, ça demande de l'énergie pour faire des ressources. Donc, vous avez trouvé une plateforme, à peu près, vous êtes parti sur une piste de fabrique, mais je me demandais, qu'est-ce que vous allez faire avec les données qui vont être collectées? Il y en a des archives peut-être que vous allez numériser, il y en a des archives que sont déjà numérisées. Est-ce que vous avez des idées pour comment partager après? C'est soit faire une base de données propre au projet, un site ou trouver une plateforme, un entrepôt pour partager ces données que vous allez recueillir Alors dans pour les les archives. données, ouais, pour les données, alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le consortium s'appuie aussi sur deux réseaux, un réseau d'universitaires qui se connaissent déjà, qui travaillent Mhm, déjà ensemble, réseau Métis avec Lausanne et Padoue, et puis mhm, l'autre, c'est l'ILI, qui est une association internationale des archives d'histoire sociale. Et je le dis parce que du coup, ces archives travaillent déjà. mhm. Oui, déjà, ils ont leur propre base de données, un peu, Ils ont, voilà, enfin, ils ont un site internet, mais sans Mhm, vraiment travailler ensemble. Et pour eux, ce projet, c'est leur donner le moyen d'aller juste au-delà de l'AG annuel mhm, et de réfléchir justement à des bases de données. Donc, il y a par exemple sur la question des objets, la place des objets dans ces archives. L'idée, mhm, c'est de faire une exposition en ligne qui soit mhm. pérenne, donc Ah, vous ok. voyez, comme une base, ce serait comme une Mhm, base de données, voilà, mhm, mhm, mais une exposition en ligne qui soit portée notamment par portée par l'université de Padoue et l'université et la fondation Friedrich Ebert à Bonn. mhm, Et puis sur le digital activism, l'idée là aussi est de travailler vraiment, évidemment, comme là on est sur des ressources totalement en ligne, etc., mhm. de travailler justement sur cette cartographie et de Ok. rejoindre des projets qui sont portés notamment par Amsterdam déjà, Mhm. d'identifier ce Ok. type d'engagement. Oui. Donc Ok. en fait, on n'a pas les moyens, donc on n'a pas les moyens de créer une base de données nous-mêmes parce qu'on n'a pas les moyens financiers, Mhm. mais l'idée c'est plutôt de repérer ce qui existe déjà et de l'alimenter, vous voyez, Ok. Oui, pour c'est être une réaliste. cartographie, oui. Oui. Ok. Ok. Voilà. Merci. Parce qu'en Merci. fait, le projet Marie Curie finance encore une fois avant tout des mobilités. Et chaque mobilité va financer Un la lien. personne qui va, et ensuite va donner un peu d'argent pour faire d'autres types
Et c'est une relation qui, en fait, entre l'université et Voilà, l'équipe qui se construit. Donc, ça vous permet de c'est ça. reconstruire une cartographie de ces... Merci Ouais, beaucoup. oui. Et de mieux faire connaître les uns aux autres, en fait, ce qui se fait. Et surtout, en fait, la dimension européenne, hein, faire mieux connaître ce qui se passe plutôt à l'Est par rapport à l'Ouest et de mieux faire dialoguer toutes les différentes parties de l'Europe. Voilà. Si vous avez d'autres questions ou échanges ou ajouts. Ouais, je sais pas, je pense que si vous êtes en plus les conditions techniques sont très pénibles, j'en suis vraiment désolée, mais encore une fois, Teams, c'est à chaque fois une surprise de plus. Moi, je voulais juste savoir si, à l'échelle de Saclay, est-ce que vous avez des exemples d'autres personnes qui ont utilisé des ressources éducatives libres, qui ont produit? À ma connaissance, non. Mais il y en a un laboratoire. Il y a un laboratoire qui est un projet de l'Agence nationale qui vont faire aussi de audiovisuel, du matériel audiovisuel. Mais pour l'instant, pour un première, c'est juste pour questionner la relation entre les étudiants et les profs. Ils vont aller dans les cours pour filmer, pour, voilà, donc c'est un peu, et ils vont produire des ressources audiovisuelles, mais je ne sais pas s'ils vont faire à partir de ça des ressources D'accord. éducatives libres. D'accord. Parce que je sais que Maximilien Petit travaille sur un projet Mhm. actuellement et, en fait, selon en fait, la plateforme que je vous ai montrée, c'est pas celle qu'on a choisie, hein, c'est une sur laquelle on avait discuté quand on avait déposé le projet Activate, mais c'est pas celle. Enfin, il faut qu'on en discute en fait, il faut qu'on lance l'un le. Après, il y en a la bibliothèque numérique NumaClay où on peut mettre C'est des ça. collections. Oui, et donc ici, vous pouvez ouvrir votre propre collection et mettre quelques ressources qui vous semblent intéressantes pour le public de l'Université Paris-Saclay. C'est mettre large. D'accord. Donc ça, c'est possible. Voilà. C'est juste que quand vous aurez déjà des ressources, vous pouvez contacter la direction des bibliothèques de sciences, de l'information et de la science ouverte. Il y en a Sylvie Salé qui s'occupe de cette bibliothèque NumaClay. Et je pense que c'est possible d'ouvrir une collection où vous pouvez mettre des matériaux d'archives assez intéressants et inédits pour la consultation. D'accord. C'est NumaClay, Je ou la voulais, je bibliothèque voulais numérique. apporter un petit, Oui, euh, bien sûr. un petit élément de réponse par rapport à votre question, en fait. Alors, ça ne répondra pas à la question de la plateforme de façon exhaustive, mais ce qu'on constate, nous, en tant qu'administrateur d'un portail HAL, donc le portail de HAL UVSQ, c'est qu'il y a quand même un certain nombre Mhm. d'enseignants-chercheurs qui déposent des matériaux de type ressources éducatives libres. Alors, il Mm. s'agit souvent de présentations textuelles, mais HAL est quand même aussi un endroit où on peut aller valoriser ce type de ressources. Et on constate, nous, en tant qu'administrateurs de portail, puisqu'on a la vue sur les statistiques de téléchargement, que certains figurent parmi les ressources les plus utilisées sur notre portail. Donc c'est vrai que, euh, voilà, au-delà du choix de la plateforme, je pense que c'est important aussi de réfléchir à cette dimension de signalement. Euh, et voilà, pour certaines ressources en tout cas, HAL peut héberger quand même pas mal de types de contenus différents. Donc ça peut être une possibilité de réponse aussi. Euh, D'accord. Et de Merci. toute façon, oui, non, mais merci beaucoup parce que c'est vrai que un des enjeux, évidemment, que ça soit visible. Et là, c'est un des points dont on avait aussi un peu parlé. Et il faudrait évidemment, voilà, prendre rendez-vous à l'échelle UVSQ et puis et Saclay aussi, puisque Saclay, en fait, l'UVSQ est porteuse, mais Saclay est partenaire associé à l'UVSQ. Donc,
Voilà, après HAL ou Zenodo, hein, qui est très utilisé Oui, aussi, vont fonctionner pour des documents de nature relativement simple. Donc effectivement, ça peut marcher pour un podcast, ça peut marcher pour une présentation. Par contre, voilà, effectivement, si vous mettez en place tout un cours en ligne extrêmement élaboré, là, il faudra autre chose. Mais il peut quand même être valorisé voilà, en le signalant sur HAL, du moins, voilà, avec d'accord. le lien vers la plateforme. Et ça permet quand même d'obtenir une bonne diffusion. Maximilien Petit, d'ailleurs, lui-même a publié des ressources éducatives libres sur HAL, vous voyez, donc dans le cadre Ah oui, des bah, formations doctorales ça qu'on avec Mac. anime ensemble. Donc ce sont des supports Voilà, assez c'est ça. simples, mais parfois simples. Ouais. C'est aussi quelque chose qui marche. Donc selon la forme que vous allez choisir de donner à ces formations-là, je pense qu'il y a certains formats en fait qui pourraient être déclinés de cette façon. C'est juste Mhm, mon mhm. avis et empiriquement ce que je peux constater de ce qui marche sur notre archive. Je pense que du Maxime, coup, ouais. effectivement, à l'échelle de Paris-Saclay, enfin, moi, j'ai pas forcément la vision sur Halle-Saclay, mais ce que je constate à l'échelle de l'UVSQ doit forcément se reproduire aussi à l'échelle de Halle-Saclay. Je pense qu'il y a, dans certaines disciplines, en tout cas, il y a une habitude qui a été prise aussi de mettre même des cours de mémoire de master, par exemple, Mhm. directement sur Halle, euh, et ils sont très utilisés. D'accord. Et pour la dimension, si j'entends bien là, allez-y, là, il y a un moment sans interruption. Profitons-en. Voilà, et alors du coup, je me demandais en fait, donc l'idée de produire des ressources éducatives libres, elle est vraiment venue de vous? Euh, ou est-ce que c'est quelque chose aussi qui avait été envisagé par d'autres partenaires du projet? Euh, Non, et non, qu'est-ce que... Oui. non, ça c'est vrai que c'est venu de nous. Enfin, c'est parce que j'avais proposé à Maximilien Petit, parce que moi, ce que je trouvais bien dans le projet Marie Curie Staff Exchanges, c'est que c'était pas simplement les enseignants-chercheurs ou les doctorants qui pouvaient profiter des mobilités, mais aussi les soutiens administratifs de l'université. Et donc, j'en avais parlé à Maximilien qui, là, avait évoqué, alors, évidemment, pour tout ce qui est plus sciences ouvertes. Et c'est là qu'il a dit, ah bah, comme moi, j'aimais bien mettre en avant la dimension formation, voilà, c'est lui qui a proposé ça. Et les collègues, enfin les partenaires, ils n'ont pas. Ils n'ont Ah, pas encore relancé. Oui, non, c'est vraiment. ça doit pas être Ils ont facile pour pas. vous. Ils ont. Oui. Non, non, là, c'est vraiment très haché. Je suis vraiment désolée, mais je ne comprends pas. Enfin bref, ils ont pas relancé tant sur ce point, et c'est pour ça qu'il faut que, voilà, qu'on organise aussi une petite réunion pour voir qui a déjà eu éventuellement une telle pratique, puisqu'il y a quand même, voilà, c'est là, normalement, c'est pas que pour la France qu'on le fera, et on le fera en partenariat, de même que pour les podcasts, hein. Les podcasts tels qu'ils sont prévus, ils doivent se faire aussi en plusieurs langues, voilà, en s'appuyant sur l'expérience des uns et des autres dans ces différents pays. Donc, ces ressources éducatives libres restent vraiment là, dans le projet, un chantier le plus à construire, en fait. D'accord. Ça peut Voilà. Mais être aussi une continuation de ce projet aussi, financé par Marie Curie Exchange. Oui, peut-être que c'est aussi une possibilité de chercher des financements pour une étape ultérieure du projet. Oui, voilà. Oui, oui, parce qu'on n'est pas sûr Oui, d'avoir tout oui, fini, dans oui, 4 ans, et effectivement, c'est ce que les projets européens encouragent, c'est que oui, ce 1er financement, soit le début d'autres, formes de partenariat. tout à Donc fait. ça, ce serait pour, plus pour les formations. Oui, oui, non, ouais, ouais. Non, non, parce que c'est beaucoup de choses en même temps. Mais voilà, même si on veut au-delà de 2028, il faut commencer maintenant, en fait. C'est ça qui est dit. En tout cas, vous pouvez nous contacter, soit voilà, sur l'antenne locale.
pour discuter sur les données, sur le projet. Donc, parce qu'on est des personnels à l'appui de la recherche. Donc, Très Claire, bien. ouais. Et moi, en tant Oui, oui, que j'ai bien je sais noté. pas, oui, oui, c'est ça. Donc, aussi, vous pouvez nous contacter. Oui, on n'avait pas On peut faire, eu encore ouais, l'occasion d'échanger d'échanger ensemble, vraiment Claire, plus. Ouais. on peut se faire avec Claire une réunion, voilà, et avec Maximilien, avec moi. Moi, je suis responsable chargée de projet données de la recherche en sciences humaines et sociales et dans le cadre du projet Springboard. Donc, c'est le périmètre large je couvre le périmètre large de l'Université Paris-Saclay, y inclut Parfait. l'Université d'Evry et l'Université Versailles-Saint-Quentin. Voilà. Très bien. Bah, c'est bien noté. Je crois qu'il y a Merci. Océane qui a levé la main. Oui, Ouais. c'est au sein. Oui, Oui, oui. On si vous laisse vous la parole. m'entendez. Oui. Oui, Oui, même parce que moi. pareil, avec Teams, c'est un peu aléatoire. Moi, je suis archiviste à Sorbonne Université, voilà, pour que vous sachiez Mhm. qui parle. J'avais une question sur l'articulation de ces ressources éducatives avec les autres, parce que vous parliez rapidement de ressources en archivistique, enfin pour former les gens à l'archivistique. Est-ce que vous avez un peu regardé l'articulation avec les ressources qui existent déjà, notamment certaines déjà portées par des réseaux internationaux? Je pense au PIAF, qui est porté par l'UNESCO, enfin, avec, l'ICA, qui a également une plateforme de ressources en ligne, ce genre de choses-là? Ou est-ce que c'est trop tôt pour, Non, alors là, c'est sûr que ça, les collègues non universitaires nous avaient signalé qu'il y avait des choses, mais on n'avait pas, encore une fois, on n'a pas encore eu le temps de creuser. En fait, pour être honnête, on a mis 1 an pour préparer ce projet qu'on a déposé en février. On ne pensait pas l'avoir là du premier coup. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on avait laissées un peu en suspens. D'accord. Qu'on avait laissé en suspens pour cette année-là qui vient, pour redéposer en février prochain. Et donc là, on se retrouve un peu plus en mode accéléré. Et donc, merci beaucoup pour signaler plus précisément ce point qu'on va aller voir. Parce que comme je vous le disais, nous, l'idée, c'est on n'a pas les moyens de créer quelque chose. Donc l'idée, c'est au contraire de s'associer, vous voyez, de venir alimenter des réseaux qui existent déjà, etc. Donc là, ça irait tout à fait dans cette direction. Hein. Donc, Après, c'est vrai que c'est vraiment. Oui. oui, moi, je me posais la question, enfin, le PIA, par exemple, c'est pour, l'espace francophone, enfin, c'est l'archivistique, je vais appeler ça à la française. Et du coup, moi, je me posais la Oui. question si vous aviez engagé une réflexion sur l'archivistique, entre guillemets, «comparée», parce qu'on n'a pas du tout les mêmes pratiques, archivistiques, que ce soit en termes de circuit, de responsabilité, de choses comme ça, entre la France et les Et d'autres Suisses, pays. enfin, voilà. Est-ce que ça fait partie Ouais. des choses, que vous pensez explorer Oui, ou? oui, oui. Oui, oui, parce que justement, c'est un des gros enjeux, en fait, c'est quand on travaille entre archives de différents pays, c'est pas du tout la même chose. Il y a des vrais points de distinction d'un pays à l'autre. Et en même temps, il y a des archives qui se répondent, surtout pour des mouvements qui sont transnationaux, etc. Et donc, l'un des défis du projet, c'est bien ça, c'est de faire vraiment discuter encore plus les uns les autres, essayer de voir comment un peu faciliter, si vous voulez, les échanges et surtout que les archivistes, même français ou suisses ou allemands, italiens, euh, que ces jeunes futurs archivistes aient une idée quand même de ce qui se passe de l'autre côté, vous voyez, dans d'autres pays, et qu'ils n'aient pas qu'une idée du système un système national. Et, euh, et encourager voilà un peu plus encore plus de dialogue ou d'échange. Et effectivement, cette dimension comparée est au cœur en fait du projet. Bah, du coup, merci pour cette réponse, mais du coup, je me pose, puis après j'arrête, promis. Heu, Oui. Non, la non, la la allez-y, pardon. question, du coup, au niveau des services d'archives impliqués, parce qu'en fait, au niveau européen, au niveau international, on a tout un système de représentation d'associations professionnelles, qui travaillent ensemble. Est-ce que vous avez déjà contacté certaines d'entre elles ou pas du tout? Est-ce que vous pensez que ça mériterait d'être, fait Non, ou pas du alors tout? non, parce que
Oui, si, ça serait possible, mais c'est vrai qu'on va déjà quand même discuter entre archives membres du consortium, qui sont elles-mêmes donc au sein de cette association internationale et qui donc, donc je disais que voilà, dans le consortium s'appuie sur cette association internationale des archives d'histoire sociale, l'IALI, et donc on va déjà s'appuyer sur ce, si vous voulez, à cette échelle-là. Et c'est vraiment en dialogue avec ces archivistes-là que nous verrons, qu'on ira voir ce qui se fait et à l'échelle européenne. Mais moi, donc moi-même, je ne suis pas archiviste et donc n'étant pas archiviste, l'idée est avant tout justement de dialoguer et d'apprendre des archivistes comme ce que vous faites là actuellement. Et c'est ce qu'on va commencer à faire là à partir de décembre en préparation du début du projet qui va durer 4 ans. Donc tout ne peut pas être fait dès maintenant. Mais l'idée, évidemment, c'est pas d'ajouter à ce qui existe déjà, au contraire. Donc, c'est de contribuer, voilà. Donc, il ne s'agit pas d'inventer un dialogue européen, donc pas d'invention d'un dialogue européen, mais y contribuer et le nourrir dans le domaine de l'archivistique. Non, mais merci. J'ai hâte de voir la suite parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'initiatives. Enfin, dans le milieu professionnel, il y a beaucoup d'initiatives d'interrogation aussi sur le traitement de ce matériel-là. Donc, j'espère que vous aurez plein de choses à nous présenter en 2028. Merci. Oui, en tout cas, c'est vrai que les collègues archives de la contemporaine, etc., ils étaient très contents, très partants pour participer. Voilà, mais après toutes les équipes sont évidemment sous-effectifs. Et donc, voilà, on va faire de notre mieux et on verra ce qu'on arrivera à atteindre au bout de 4 ans et ce qu'on pourra lancer aussi dans la continuité. Mais en tout cas, merci pour ces précieuses remarques. Et puis, voilà, parce que pour moi aussi, c'est autant, si vous voulez, évidemment, de je suis vraiment désolée, je sais pas. Donc, c'est autant de contacts que je vais pouvoir, voilà, sur les contacts sur lesquels je compte m'appuyer pour poursuivre et nourrir la discussion avec les autres partenaires du consortium. Alors là, je ne sais pas si je vous ai tous perdus, là, j'ai l'impression que tout le monde est figé. Mon Dieu. Il y en a d'autres questions? En tout cas, dans le bas de conversation, je ne vois pas les questions. Non, je ne crois pas non plus, j'en vois pas. Et puis là, je n'ai pas l'impression que ça s'améliore, malheureusement. Zoom, ça a du bon, hein. Je sais que tout le monde passe à Teams, mais franchement, je n'ai que des problèmes avec Teams personnellement et Zoom, jamais. Mais bon, je suis vraiment désolée des conditions techniques. Je ne sais pas d'où ça vient exactement, mais je vais... Malgré ces difficultés techniques, nous avons eu une belle présentation et un projet très intéressant. Merci beaucoup et puis à suivre alors. On sera amené à discuter très, très prochainement. Voilà. Oui, bien sûr. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci aux participants. Voilà. Donc, on peut... Oui, merci à vous d'avoir attendu jusqu'à 4h30 dans ces conditions un peu difficiles.